d'en retrouver Mwazoulou, qui est un Congolais de la diaspora, qui également qui suit cette actualité avec une attention particulière. Alors, est-ce que vous avez le sentiment ou la ferme conviction que le président Denis Sassou, que le fils du président Denis Sassou Nguesso, Arnaud Wamba Sassou Nguesso, a vraiment dit qu'il se rendrait bientôt à Paris avec l'accord de son père pour recruter un tireur d'élite afin d'éliminer William Bourdon? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord, avant tout, dire que Mwazoulou Diabanza est d'abord un Africain. Quand je suis Africain, c'est qu'il voudrait dire que je peux prendre des nationalités de tous les micro-États nés de la conférence de Berlin. Et l'état d'esprit du panafricanisme actuel veut que le panafricanisme ne soit pas défini comme la solidarité africaine, où les nations, où les États, les micro-États nés de la conférence de Berlin vont se mettre ensemble autour d'une institution pour parler au nom de l'Afrique. Mais c'est par contre la déconstruction de tout ce qui a été hérité de la conférence de Berlin pour arriver jusqu'à preuve du contraire aux États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire à la création d'un État véritable qui permettra l'unité politique, monétaire, culturelle et économique de notre mère patrie, l'Afrique. Parlons de William Bourdon, j'aimerais d'abord dire ceci, que William Bourdon est l'avocat, notre avocat, dans la famille de Caïs, la famille de cet enfant, de ces petits-enfants qui a été victime d'un acte de viol dans une école à Montreuil. Et j'ai l'impression que c'est un avocat, lorsqu'il s'agit de questions aussi importantes qui touchent ses amis ou qui mettent ses amis dans des histoires pareilles, il ne réagit pas. Et le travail qu'il nous a produit jusque-là, c'est un travail d'amateur et qui, jusqu'à preuve du contraire, ne donne rien. C'est justement sa léthargie administrative qui aujourd'hui permet les maires de Montreuil, Patrice Pessac, de jouer sur cette histoire et aujourd'hui de me traîner devant les tribunaux. D'ailleurs, pour information, le 19 octobre, je serai devant le tribunal correctionnel de Bobigny, où il y a 2 plaintes à mon encontre, portées par les maires de Montreuil, justement sur cette affaire de cet enfant qui a été victime du terrorisme sexuel dans la ville de Montreuil. Il y a un adage français qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même ». William Bourdon est le petit ou l'arrière-petit-fils de Édouard Michelin. Édouard Michelin qui est le fondateur, comme vous savez, de la grande compagnie de pneumatiques Michelin. Si je vous parle de ça, parce qu'on sait que Michelin a fait sa fortune après la révolution de l'automobile, lorsqu'il y a eu l'invention de l'automobile, et lui, il s'est focalisé sur le pneumatique. Je le rappelle, parce que quand on parle de pneumatique, nos pensées vont à l'Holocauste oublié. Cet Holocauste qui a eu lieu au Congo et au Libéria, où les mains de nos ancêtres ont été coupées. Coupées justement pour essayer de pouvoir donner au roi des Belges et à l'Occident ce qu'ils voulaient de l'Afrique. Une surexploitation de nos ancêtres qui d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, la fiche de paie qui devait leur sanctionner leur salaire est jusqu'à preuve du contraire remplie par plusieurs zéros. Et cet état d'esprit de l'association Transparency International, y compris de Sherpa, qui est l'association de William Bourdon, de pouvoir s'aventurer à chaque fois pour essayer de traîner les fils et filles de l'Afrique dans certains tribunaux occidentaux, est un héritage digne de la colonisation et du néocolonialisme. Et c'est une pratique, je dirais, courante, une pratique courante de l'impérialisme occidental. Pourquoi j'évoquais cette histoire de Michelin en disant que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Parce que l'association Transparency International lutte contre la corruption des États et des agences gouvernementaux internationaux. Mais l'association Sherpa de William Bourdon lutte contre les crimes économiques commis par les opérateurs économiques. Donc la charité bien ordonnée aurait pu pousser William Bourdon de commencer d'abord à épingler Michelin, de commencer d'abord à initier une plainte par Michelin pour ces crimes commis et l'ensemble des opérateurs économiques occidentaux, mais aussi français en particulier, la plupart des crimes odieux et monstrueux qu'ils ont commis, jusqu'à preuve du contraire, bénéficient d'un silence total dans les instances judiciaires internationaux, mais aussi français. Donc cet état d'esprit qui pousse à un citoyen français de prendre l'initiative, de porter plainte ou de mettre en accusation, si j'ose dire, certains présidents africains parce qu'ils parlaient des conditions d'acquisition de tous ces patrimoines immobiliers. Mais quand j'ai parlé de caoutchouc, le roi Léopold II, lui qui a créé la fondation de la couronne en 1901, cette fondation qui s'est précipitée
avec l'histoire de caoutchouc de s'enrichir, mais aussi d'acquérir un patrimoine immobilier, je vous dirais, inestimable, à les mains libres. N'est pas inquiété par les avocats occidentaux. Donc cette pratique, pour moi, est une pratique qui, c'est l'ensemble de toutes ces pratiques, de ces instruments. Un des prédécesseurs nous parlait ici de l'instrumentalisation des instances, ou si vous voulez, du pouvoir judiciaire en France. Et cette instrumentalisation, c'est justement la question pour laquelle aujourd'hui, la plupart des Africains, la plupart des dirigeants africains seront toujours la proie de ces instances aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris que la dignité absolue de notre mère patrie, l'Afrique et de notre peuple passera avant tous leurs intérêts, tous leurs intérêts et toutes les exigences auxquelles ils peuvent être confrontés. Et dans cette logique, je pense que c'est une énième provocation. Cette plainte est pour moi une énième provocation. Et il faut voir dans quel contexte, si réellement il a dit, dans quel contexte le fils du président, sa camarade Sassou, a prononcé, si j'ose dire, ses propos. Dans quel contexte, quelle était l'ambiance et pourquoi il a dit. Et je ne pense pas que de propos comme ça, nous sommes aujourd'hui en justice, et en justice, il faut de preuves palpables. Et je ne pense pas que les lézondis peuvent alimenter une plainte. Mais tout le parle. C'est toujours les lézondis qui ont alimenté toutes les plaintes qui, jusqu'à preuve du contraire, ont traîné les fils et filles de la mère patrie. Alors, je voudrais dire une chose. Il n'est pas question ici pour moi de défendre Denis Sassou Nguesso parce que ça ne me passerait pas à l'esprit. Il n'est pas question pour moi ici de défendre les dirigeants africains parce que leur irresponsabilité, c'est au nom de leur irresponsabilité qu'ils sont là. Et ces patrimoines immobiliers, même qu'ils soient acquis de manière, par le bien mal acquis ou de quelque manière que ce soit, il y a aujourd'hui un ensemble de populations africaines, partout, des étudiants africains, d'ici et là, des fonctionnaires africains qui aujourd'hui manquent de logements décents. Et je pense qu'ils ont les moyens aujourd'hui de pouvoir loger le peuple africain en construisant des logements décents. Mais ce que je n'accepterai pas, qu'un fils ou une fille de l'Afrique soit traîné devant les tribunaux occidentaux. À chaque fois qu'il sera question de traîner devant les tribunaux européens, internationaux, un fils-fille digne de la mère, un fils, disons, et une fille de la mère patrie Afrique, quoi qu'il en soit, et quel que soit ce qu'il aura fait, je mettrai mes épaules en jeu pour le défendre. Parce qu'il est hors de question, dans cette génération et dans notre génération, de voir ces pratiques néocoloniaux et impérialistes continuer. Et la présence de tous ces ONG, Transparency International, FIDH, qui a été l'initiateur d'une plainte en 2008, toujours avec William Bourdon, mais aussi Sherpa, l'association de William Bourdon. Toutes ces associations, dans notre manifeste, sur le point 7, ces associations ou ces ONG, ces organisations non gouvernementales internationales sont considérées comme étant des infiltrés, avec l'ensemble des coopérants et des techniciens qui, aujourd'hui en Afrique, permettent justement aux nations occidentales de consolider leurs privilèges et leurs positions économiques. Ce qui a comme conséquence d'empêcher l'émergence de toute initiative locale. Quand je parle d'initiative locale, permettez que je me plonge dans une initiative locale en matière judiciaire, ou disons juridique et judiciaire. Les cas Tchaka au Rwanda. Lorsqu'il y a eu le génocide rwandais, le peuple rwandais s'est inspiré des racines africaines. Et les racines africaines leur ont permis de mettre en place le cas Tchaka qui a permis, si j'ose dire, de vaincre ce que le président Mandela avait vaincu autrefois en Afrique du Sud, l'esprit de la rancœur et de la vengeance entre fils et filles de la mère patrie. Et il s'est fait qu'avec cette initiative locale, nous avions réussi à imposer ces difficultés et à faire gagner non seulement la paix au Rwanda, mais aussi la culture africaine. Parce que n'oublions pas que l'intelligence, la connaissance et je dirais toutes les générations africaines, nous avons l'obligation, et l'obligation est un devoir de toujours nous attacher à la source qu'est notre culture pour pouvoir exprimer notre pensée, être ce que nous sommes sur l'échiquier de la politique internationale et de la diplomatie internationale. Mais cette initiative locale empêchée par ces associations, par ces organismes internationaux, c'est dans l'idée de pouvoir asseoir la vision et la manière de faire à l'occidental. Raison pour laquelle, quand William Bourdon prend l'initiative de porter cette plainte, c'est toujours pour nous rester, pour que nous soyons cantonnés, si vous voulez, dans une logique instaurée par l'Occident. Je me rappelle encore que le dernier combat de Rolihlahla Madiba Mandela était de sortir l'Afrique du système judiciaire occidental. Raison pour laquelle il avait initié même la commission Réconciliation-Vérité. Et c'est dans cet état d'esprit que le Rwanda s'est inspiré pour instaurer les Kachaka, qui a permis aujourd'hui la réunification, si vous voulez, la réconciliation des fils et filles dignes des fils et filles de la mère patrie sur ces territoires qu'on appelle aujourd'hui du Rwanda. Et c'est ce que je souhaite vivement
pour le peuple africain de la Côte d'Ivoire et le peuple africain du Congo-Brazzaville qui vit aujourd'hui une situation inqualifiable. Voilà. Cette logique pour nous de soutenir notre version de faire avec une version de faire à l'africaine empêchera les ambitions et les intérêts, si vous voulez, les pensées occidentales de s'exprimer dans nos affaires, de s'exprimer dans nos affaires judiciaires, dans nos affaires politiques, dans nos affaires... Pour essayer de mieux comprendre l'implication du Soudan aujourd'hui dans la déstabilisation des pays du continent, alors, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle politique déployée par le Soudan? Il faudrait d'abord aller vers la racine du problème. La racine du problème, c'est que pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne et toutes les nations occidentales ont voulu la partition des faits du Soudan? Parce qu'il y a un problème là. Il y a un problème que la plupart des intervenants survolent et ne veulent pas aller vers le fond de ces questions. Le fond de ces questions, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème civilisationnel et culturel. Il y a deux civilisations ici sur Terre et deux cultures qui, au préalable, posent énormément de problèmes à notre chère et mère patrie, l'Afrique. Il s'agit de la civilisation arabo-musulmane et la civilisation occidentalo-chrétienne. Ces deux civilisations sont incompatibles avec toutes les autres civilisations. Elles n'existent que lorsque l'un ou l'autre disparaît. C'est-à-dire, nous l'avons vu avec la civilisation occidentalo-chrétienne, partout où elle est passée. Elle devait notamment éradiquer toutes les formes de culture et de civilisation pour s'imposer. Nous l'avons vu avec la civilisation arabo-musulmane, où partout où elle est passée, la culture africaine et la civilisation africaine deviennent synonymes de sorcellerie, ou je ne sais pas de quelle autre caricature qu'on a collée dessus. Ceci étant, la question du Soudan, il faut la regarder sur cet angle-là. C'est une question de civilisation et de culture. Le conflit du Darfour en est une illustration parfaite. D'où l'on a vu, mes pensées vont en ce moment, au moment où je prends la parole, à John Garang. Mes pensées vont à John Garang parce que, avec John Garang en vie, on avait compris quels sont les véritables enjeux de la lutte qu'on menait pour la libération du Soudan. Parce qu'on savait bien que lorsque la tentative de l'Occident de pouvoir retirer l'Égypte de l'Afrique et les placer au Moyen-Orient avait échoué, il a fallu descendre vers le Soudan, avec l'implication, je précise encore, de la Grande-Bretagne, et par ricochet des États-Unis d'Amérique. Là, le gendarme français va jouer le rôle qui lui est assigné depuis fort et longtemps de conduire son armée. Cette stratégie du Soudan, dont les ficelles sont tirées depuis ces trois nations de la Troïka que j'ai citées, c'est une politique définie par les livres blancs du président français, les présidents français depuis Jacques Chirac, qui ont défini cette politique. Et cette politique, aujourd'hui, on en arrive au pays du Sahel. Le Tchad fait partie. Le Soudan, lorsqu'on parle de la bande sahélo-sahélienne, la bande sahélo-sahélienne, en partant depuis le désert du Sahara, allait jusqu'au plus profond de l'Afrique centrale. La stratégie définie par les nations occidentales et conduite par la France est claire, cette stratégie. Cette stratégie veut quoi? Que tous les pays de la bande sahélo-sahélienne renoncent définitivement à deux mots: l'indépendance véritable et la souveraineté. C'est ça la question qui se pose. Et toutes ces actions qui sont en train de se passer, ce sont des couloirs qui permettront à la France, principalement à son armée, d'être le seul interlocuteur entre les pays africains de la bande sahélo-sahélienne. C'est-à-dire on ne peut passer ni du Niger au Mali sans passer par l'armée française. On ne peut passer ni du Soudan jusqu'en Centrafrique ou en République démocratique du Congo sans passer par l'armée française. Et c'est pourquoi même dans notre manifeste, c'est pour revenir dessus, nous avions placé sur le point 1 les départs imminents, inconditionnels et total de toutes les armées occidentales et en particulier de l'armée française de notre chère et mère patrie l'Afrique, parce que c'est ça la condition sine qua non pour le retour de la paix en Afrique, pour la pacification de notre chère et mère patrie l'Afrique. Parce que le Soudan, de par cette stratégie de l'armée française, ça permettra non seulement les traits d'union entre les différents pays africains, mais aussi la possibilité d'être les seuls interlocuteurs entre les pays du Moyen-Orient et les pays qui s'ouvrent vis-à-vis de l'Afrique à travers l'océan Indien. Et cette politique mise en place par l'armée française, c'est cette illustration que nous avons vue au Darfour, où il y a eu des milices janjaouites qui ont été recrutés pour déstabiliser. On l'a vu au Mali, où des milices venues d'autres cieux qui ont été recrutées. Après viennent les armées occidentales. Et nous l'avions vu aussi en Libye. Mais pourquoi ces milices-là sont toujours
recrutés dans le même foyer. C'est là où j'en reviens à la question civilisationnelle et culturelle. C'est la proximité de ces personnes-là ou de ces catégories de personnes, leur proximité face à la culture et à la civilisation arabo-musulmane. Voilà le problème du Soudan, qui est un problème aujourd'hui, on peut le juger sur le volet économique, sur le volet politique et sécuritaire, mais le principal de problème, c'est cette question de civilisation et de culture qui pose problème. Quant au Qatar, si nous allons vers le Qatar, la personne qui a ouvert la porte au Qatar pour rentrer dans ces précarés, dans ces zones de conflit permanents, parce que l'armée française définit cette zone comme une zone de conflit permanent, depuis, je précise, depuis les années 1900, ça a été empiré, pas depuis là, mais ça a été empiré depuis les années 71-72, juste après l'opération Entebbe. L'opération Entebbe qui a permis à l'armée israélienne non seulement de déstabiliser le régime du président le président ougandais Idi Amin Dada, mais aussi de permettre à l'armée israélienne et par ricochet aux armées occidentales de contrôler toute l'est de notre chère et mère patrie d'Afrique. Et c'est là que même le pays comme la République démocratique du Congo est déstabilisé, parce que toute cette partie-là est contrôlée par ces forces néfastes. Je disais, qui a ouvert la porte au Qatar? N'est-ce pas la France? Et la personne qui vous ouvre la porte de l'Afrique, c'est cette personne-là qui vous dit comment vous comporter. Parce que j'ai parlé de cette proximité. Cette proximité, regardez encore les Libanais. Les Libanais en Afrique qui sont financés réellement d'ailleurs par l'armée française par deux monnaies, notamment les faux billets de dollars et les faux billets du franc CFA. Lorsque je parle des faux billets du franc CFA, c'est-à-dire des billets qui ne sont pas répertoriés par des nations ou des gouvernements africains, ce n'est pas le montant demandé. C'est-à-dire que si la demande de tous les pays, les 14 pays de la zone franc, demande, si vous voulez, la fabrication ou l'impression des 440 milliards, l'armée française ou les stratèges de l'armée française ou des services secrets français vont faire 840 milliards. Parce que l'autre partie permettant aux Libanais de contrôler une grande partie de nos secteurs commerciaux et économiques, mais aussi dans des pays comme la République démocratique du Congo ou les pays comme le Nigeria, de pouvoir directement avoir un mot à dire sur la stabilité des prix du marché. Et cette situation, ô combien rocambolesque, permet non seulement à la France d'être maintenant le trait d'union, c'est-à-dire si les nations africaines veulent se plaindre, passeront par la France pour que la France fasse pression aux Libanais. Et c'est cette même logique que la France est en train de faire avec les Qatar. Parce que la France joue au pyromane, et la France viendra à un moment donné, vous verrez, en tant que pompier. Alors la responsabilité incombe en premier, parce que ce sont eux qui sont aux manettes du pouvoir, aux présidents africains. Et je refuse de croire, je refuse catégoriquement de croire que le président Idriss Déby n'a pas les informations que je possède, parce qu'il les a. Et tout comme je peux saluer sa démarche de pouvoir aujourd'hui mettre sous scellé l'ambassade du Qatar au Tchad, mais j'aimerais qu'il aille plus loin. C'est-à-dire que les dirigeants africains, à partir par Idriss Déby, doivent maintenant adopter une politique de diplomatie temporaire. C'est quoi la diplomatie temporaire? C'est-à-dire qu'aucune ambassade et aucune diplomatie européenne et occidentale ne peut rester ad vitam aeternam en Afrique par des longues durées. Il faut des périodes, une diplomatie périodique et temporaire. C'est-à-dire on met la diplomatie française, par exemple, pendant 6 mois. On observe les comportements de la diplomatie française en Afrique pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, on ferme l'ambassade. On ferme l'ambassade de la France, non pas en rupture des relations diplomatiques, mais pour faire maintenant le bilan de ces 6 mois. Et pour faire maintenant, ouvrir les livres qui unissent les relations diplomatiques entre les pays en question ou entre l'Afrique et la France. Parce que si nous continuons à permettre à la France d'être toujours l'interlocuteur pour notre mère patrie d'Afrique, je voudrais vous rappeler une chose. La Chine a lancé sa politique de bassin et de la terre. La politique de bassin et de la terre, c'est quoi? La politique de bassin, je commence par là, c'est que la Chine va rentrer en Afrique par l'océan Indien. Il va utiliser sa marine. D'ailleurs, la Chine est en train de développer considérablement sa marine pour pouvoir rentrer par les eaux et contrôler tous les commerces maritimes. Et il rentrera par le Kenya. Et la politique de la terre, c'est qu'à partir du Kenya, on aura à bâtir ou à construire un réseau de chemins de fer. Raison pour laquelle, à l'époque, rappelez-vous encore, lorsque le président chinois est venu ici en France, en son temps, le premier ministre français Manuel Valls avait signé des accords qui sont encore des accords clauses secrètes entre ces États qui permettra à chacun de laisser à l'autre de faire ce qu'il aura à faire en Afrique. Alors, la première responsabilité, je disais, est comme à ces responsables et à ces dirigeants africains qui sont aux manettes du pouvoir pour pouvoir avoir l'initiative, le monopole de l'initiative, si j'ose dire, ou avoir la primauté de l'initiative
pour pouvoir contrecarrer en amont tout l'ensemble de ces politiques aujourd'hui qui déstabilisent notre mère patrie, l'Afrique. Parce que le comportement du Qatar est un comportement, c'est une incandescence politique nauséabonde. Cette incandescence politique nauséabonde est due simplement au fait que les Qatar ne respectent pas l'Afrique ni les États africains. Et pourquoi les Qatar ne respectent pas l'Afrique ni les États africains? Parce que la personne qui leur a ouvert la porte, c'est-à-dire la personne étatique qui leur a ouvert la porte, c'est la France. Et la France, comme déjà jadis la France ne respecte pas l'Afrique, il est en voie de soi avec tous ses invités, ne respecteront pas l'Afrique. Et cette politique de déstabilisation qu'ils ont fait avec le Liban et les Libanais, et qu'ils continuent maintenant à faire avec les Qatar, on doit y mettre fin. Mais y mettre fin avec une politique claire vis-à-vis de pays de la Ligue arabe, vis-à-vis des pays du Moyen-Orient. Les pays africains qui sont à connotance islamique, ces pays doivent se positionner clairement. Ils doivent se positionner clairement. Parce que le cas de Béchir, Omar el-Béchir ne m'étonne guère parce que cette partition de fait du Soudan, c'était justement pour cet ensemble de politiques. Et je pense que la priorité aujourd'hui de notre lutte et de l'armée tchadienne, ce n'est pas simplement de fermer ses portes parce que le Qatar n'a pas une armée qui fera le poids là-bas en Afrique. C'est justement de faire la lumière des choses avec l'armée française parce que le principal problème est l'ennemi, si j'ose dire, numéro un de la déstabilisation véritable de l'Afrique, c'est l'armée française. Et quand on parle de l'armée française, on parle de toutes ces méthodes-là, de toutes ces politiques. Tout à l'heure, là, on parlait, si vous voulez, des ONG. Je vous rappelais que dans notre manifeste, sur le point 7, on parle de chasser tous ces intrus. Et tous ces intrus, ce sont notamment ces ONG. Quand ils parlent aujourd'hui, permettez que je fasse cette parenthèse, quand ils parlent aujourd'hui de ces genres de plaintes, c'était William Bourdon, mais il y aura d'autres qui viendront dans cette forme de démarche. Et d'autres viendront pourquoi? Parce qu'il faut continuer dans ce sens pour pouvoir toujours, dans cet esprit, déstabiliser l'Afrique. Où est parti les milliards de Sani Abacha? Vous vous rappelez encore lorsqu'on nous a crié avec les milliards de Sani Abacha? Où sont partis les milliards du maréchal Mobutu? Où sont partis les milliards de tous ces présidents qui fait? Quand on parle de saisir les biens mal acquis, en fait, cet argent, c'est pour que ça les revienne. Mais lorsque l'État est fort, rappelez-vous encore lorsque le Shah d'Iran a fui sous la pression de la révolution populaire incarnée par l'ayatollah Khomeini. Les gouvernements américains ont été obligés de restituer tous les avoirs de ces dirigeants-là, des Shah d'Iran, aux mains du gouvernement iranien. Ce qui n'a jamais été le cas pour les pays africains. Ce qui fait, mais ça m'étonne que Transparency International continue dans sa démarche, par exemple, dans son critérium de 0 à 100. Aucun pays occidental n'est en dessous de 50 quand on parle des pays les plus corrompus. Tous commencent au-delà de 50. Or, on sait qu'entre 0 et 100, la moitié, c'est 50. Donc, quand on commence au-delà de 50, c'est que les pays européens ne sont pas corrompus. Par curiosité, on trouve un pays comme la Suisse qui est vers les 70 et les 80 vis-à-vis des classements qui ont été faits en 2015, 2016 et 2017. Or, si on voit bien, tous les milliards et les biens mal acquis en question qui sont pillés en Afrique reposent d'une grande partie en Suisse. Et on s'étonne que ces pays figurent, non pas parmi les pays les plus corrompus, mais parmi les pays les moins corrompus. Donc, cette démarche, pour moi, je reviens sur ça, l'armée française est la principale, si vous voulez, cause de cette déstabilisation. Et l'armée française, avec ses stratagèmes, des services secrets, des services de renseignement, si vous voulez, des intrus, des ONG, tout ça, c'est corrompre des espaces et des entités de l'armée française doivent quitter notre chère et mère patrie l'Afrique. Et Idriss Déby, dans sa démarche, je soutiens cette démarche. D'ailleurs, ça c'est une des rares de fois où je suis, si vous voulez, j'accorde mes violons avec Idriss Déby, mais je soutiens cette démarche à condition que cette démarche aille jusqu'au bout de l'œuvre. Parce que je vous rappelle qu'Idriss Déby, lorsque l'intervenant précédent, à un moment donné, parlait de l'affaire de l'Arche des Zoé, nous avons vu que la souveraineté du Tchad s'est arrêtée au moment où Nicolas Sarkozy a foulé le sol du tarmac de l'aéroport international du Tchad. Et cette logique, cette fois-ci, il faut aller jusqu'à l'entêtement, si vous voulez. Il y a un adage africain qui dit « Un dignitaire ne quitte jamais sa maison lorsque la maison brûle ».